Bienvenue, un podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 22. Seul contre les flammes. Salut les aventuriers et bienvenue à notre suite et fin du deuxième épisode sur le mois spécial L'Appel de Cthulhu. Alors pour celui-ci, Jean-Michel et moi-même avons lu un livre-jeu produit par Chaosium qui s'intitule Alone in the Flames. Alors pour l'instant, ce livre-jeu n'est trouvable qu'en anglais. Donc si vous êtes bilingue, je vous propose absolument de sauter dessus, de le lire. Si vous n'êtes pas, voilà, on a produit ce podcast justement pour vous parler de quoi il s'agit. Voilà, alors sans plus tarder, je vous propose de nous rejoindre dans l'univers de ce livre-jeu, livre d'aventure. Attention, l'aventure est plutôt fantastique horreur, il se passe pas mal de choses horribles, mais voilà où tout l'amusement se trouve, non ? Allez, sans plus tarder, je vous dis à très bientôt, en espérant vous voir à notre pot sur Paris le 11 juillet. Sur ce, je vous laisse nous écouter, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Alors, Seul contre les flammes. Alors, ce livre-jeu a été créé, donc publié par Chaosium. C'est une œuvre assez récente qu'on peut trouver en ligne gratuite sur le site de Chaosium. En PDF, je ne pense pas du tout qu'il existe une version publiée. Alors, la particularité de ce livre, avant tout, c'est une aventure pour s'initialiser à l'univers de Lovecraft. Comme on en a parlé un peu plus tôt, donc le mythos, pour savoir un petit peu ce qu'est l'ambiance Lovecraft. Et je trouve que l'aventure se mélange parfaitement à ce que tu disais, Jean-Michel, moins le côté Indiana Jones, mais plus le côté en fait réaliste. Oui, je crois que c'est vrai que c'est celui dont vous êtes le héros est vraiment de type puriste. Hein, ça, c'est puriste, pas c'est ça. Et juste pour préciser, tant qu'on est dans la présentation générale, évidemment, en fait, c'est parce que la nouvelle édition vient de sortir. Hein, en fait, elle n'existe pas encore en version papier. La 7e édition de l'Appel de Cthulhu et la version PDF existe déjà. Donc moi, j'ai déjà la version PDF. Et le livre là, en fait, il a pour but à la fois, il a été écrit donc tout récemment pour à la fois initier des gens qui ne connaissent pas du tout l'Appel de Cthulhu. C'est super pour initier, je pense, des meneurs de jeu qui voudraient découvrir l'Appel de Cthulhu, qui connaissent le jeu de rôle mais qui n'ont jamais fait d'Appel de Cthulhu. Et en même temps, ça explique les nouvelles règles, parce qu'en fait, la 7e édition contient un certain nombre de nouvelles règles. Et donc, c'est vrai que moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce que je dois apprendre les nouvelles règles. Et donc c'est vrai que c'est assez marrant. On va voir, au-delà du contenu, ils ont fait un boulot, un travail incroyable pour que leur livre dont vous êtes le héros soit aussi un magnifique outil pédagogique pour présenter toutes les nouvelles règles, quoi. La mise en page est assez bien faite, je trouve. Il y a vraiment ce côté, tu sais, où le papier est traité justement comme du papier imprimé, avec un petit grain jaunâtre sur les bords. Les photos qui sont un peu encadrées comme si c'était un album photo, vraiment comme si on lisait un journal en fait. Donc assez sympa cette mise en page pour cette aventure. Il y a vraiment un petit plus dessus. Les photos sont bien choisies, il y a des symboles, tout ce qu'il faut en fait pour nous mettre dans l'ambiance. Alors comme tu dis, voilà, côté pédagogique, c'est vraiment parfait pour un maître du jeu ou même un joueur de connaître, de savoir exactement ce qu'est l'univers de Lovecraft. Oui, et puis moi je l'ai joué en format PDF, et c'est vrai qu'en PDF il suffit de cliquer sur les chiffres et ça t'envoie directement à la bonne section, donc c'est vraiment pratique. Moi je trouvais. C'est le livre-jeu moderne, c'est parfait comme ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi, comme tu dis, les illustrations, elles étaient très atmosphériques, c'était sympa. Je voulais aussi préciser, avant qu'on rentre vraiment dans l'histoire, que en fait c'était pas le premier livre dont vous êtes le héros que Chaosium, donc l'éditeur de l'Appel de Cthulhu, a édité. Ils en ont édité 2 autres, mais en 85, donc ça date d'il y a perpète. Hein. Le loup-garou, c'est ça, non ? Donc il y a Alone Against the Dark et Alone Against the Wendigo. Le Wendigo, voilà, pas le loup-garou, Wendigo. Ouais. C'est vrai, parce qu'on avait parlé de jouer ceux-là peut-être, mais finalement il fallait faire celui-ci d'abord parce qu'il est vraiment. Puis on voit l'hommage de toujours Alone Against quelque chose, donc seul contre. Ouais, je me suis même demandé, quand tu penses que donc les deux Alone Against the Wendigo et Alone Against the Dark sont sortis la même année, donc je sais pas lequel
date, mais ça fait vraiment Alone in the Dark, hein, parce que le jeu de rôle, ah ouais, non, mais le jeu de rôle, le jeu vidéo Alone in the Dark, il y a un profond dedans, donc c'est très Lovecraftien, je dis. Ah oui, tiens. Bah. Je sais pas quel est qui a été d'abord, mais enfin, Alone Against the Dark et Alone in the Dark, ouais. On n'est pas loin, hein. Tu sens vraiment que c'est, bon, de toute façon, c'est un bel, je pense que ça a été un hommage, hein, qui est très bien pris, hein. De toute façon, quand on joue aux jeux vidéo, c'est sûr et certain que c'est une lettre d'amour pour Lovecraft. Ah, c'est clair. Alors, Jean-Michel, plongeons tout de suite dans l'aventure. Qui sommes-nous ? Comment est-ce que le livre-jeu en fait nous permet de créer notre personnage ? Et je trouve ça assez intéressant, c'est que les premiers paragraphes du livre qu'on va lire, justement, on incarne donc un homme ou une femme. Le sexe n'est pas précisé, donc c'est à nous de le déterminer en tant que lecteur. Au début, on est donc une personne, voilà, qui part en voyage à travers la ville. Je crois qu'on commence donc la ville on est à l'école de Miskatonic, je crois, ou non, on était à la ville fictive de Lovecraft. En fait, on sait pas où on est, on sait pas d'où on part, mais on va vers Arkham. Alors, et géographiquement, j'ai arrivé un petit peu à le situer vu les noms. Alors, si je me trompe pas, on commence dans le centre nord du Massachusetts et on monte au New Hampshire. Donc c'est avec ce qui est complètement l'univers Lovecraft, tu vois, Nouvelle-Angleterre. Et si je me trompe pas, aujourd'hui avec une voiture voilà moderne, on va dire, ça devrait être un voyage de peut-être 4-5 heures. Donc à l'époque, je pense que c'était un voyage de 8-9 heures. Tout à fait. Donc voilà, on se retrouve justement en route pour aller donc au New Hampshire. Je crois que c'est pour aller à Arkham, où on nous dit voilà. Juste on va recommencer une nouvelle vie là-bas. Et on a un entretien d'embauche parce que justement il faut pas qu'on soit en retard pour arriver à temps en fait, juste pour rencontrer notre nouveau patron. Donc recommencer sa vie. Et je crois que nos parents aussi habitent au nord, c'est ça, et on retrouve un petit peu cette vie campagnard, quand tout le contraire d'où on habitait, qui était beaucoup plus de ville, quoi, rural. Oui, juste pour les autres. Oui, moi je m'imaginais qu'ils partaient de Boston, par exemple. C'est ça, ouais. Mais c'est non dit dans la nouvelle. Mais en fait, on part de Boston, qui est une ville réelle, et puis dans mon imaginaire à moi, et puis on arrive à Arkham, qui est évidemment pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien l'appel de Cthulhu, qui est une ville fictive, donc du Massachusetts, créée par Lovecraft, qui est vraiment la ville la plus importante. Il en a créé d'autres, Dunwich, etc. Mais Arkham, c'est vraiment Innsmouth aussi, on va reparler d'Innsmouth certainement, mais il a créé différentes villes, mais Arkham c'est la plus célèbre, et vous la connaissez tous grâce à Batman et son Arkham Asylum. Ouais, c'est ça. Hein. Un clin d'œil à Lovecraft. C'est ça, mais complètement. Hein. Il y a énormément de Lovecraftien aussi dans Batman, hein. Certains personnages. Pour parler un petit peu plus d'Arkham, en fait, c'est un peu la fusion, je trouve. Alors, si vous connaissez un petit peu la Nouvelle-Angleterre, en Amérique, c'est la fusion de Cambridge et de Boston, en fait. Donc c'est deux villes qui sont au début de la construction de l'Amérique, la colonisation. Et donc voilà, tout cette ère côté victorien qui n'était pas du tout dans l'ambiance cow-boy, qui était plus vers l'ouest. Donc voilà, il y avait toujours ce côté un petit peu qui restait de l'empire anglais en fait, dans l'architecture et la représentation de la ville. Et donc voilà, il y a cette fameuse école qui s'appelle donc l'université de Miskatonic, qui est un peu la fusion donc de deux grandes écoles américaines qui sont bien sûr Harvard et MIT, qu'on la voit dessinée ou illustrée, photoshopée même par les écrivains. On voit un petit peu voilà ce mélange en fait de ces deux académies qui existent vraiment pour créer donc une qui est complètement fictive. On se retrouve à prendre un petit peu ce sort de minibus d'époque, ces sortes de Greyhound, compagnie qui voyage à travers l'Amérique, voilà. Comme l'avion n'était pas encore vraiment utilisé comme moyen de transport grand public. Oui, parce qu'on est clairement dans les années 20, un truc comme ça, 1920, donc voilà. Et tu as essayé un peu de l'expliquer, mais je pense que ce qui est vraiment original dans ce livre, c'est qu'on ne crée pas son personnage avant de commencer à lire les paragraphes. C'est ça. La création ça au fur et à mesure est étalée sur les différents premiers paragraphes qu'on lit. C'est ça. Les paragraphes vont nous installer, expliquer les règles, et en même temps, on va construire, bâtir notre personnage, choisir quel métier, quelle est sa passion, quels sont ses ses atouts, ses avantages. Et tout se fait vraiment dans les 10 premières minutes de lecture. Ouais, c'est ça, ouais. Et on conseille d'avoir un PDF qui se remplit automatiquement, qu'on peut télécharger gratuitement sur le site Chaosium. Et comme ça, quand on met des stats dedans, tout ce qui a dérivé de ces stats se fait automatiquement, ça va. Pour ceux qui veulent lire l'aventure, attention, on vous conseille de vous familiariser avec un autre PDF qui, Jean-Michel, comme tu as dit plus tôt, la 7e édition, que vous pouvez trouver sur Chaosium, gratuit aussi, qui vous explique les règles. C'est une aventure assez amusante qui se fait en 2-3 heures, c'est lu.
on en parlera un peu plus parce que bon, les choses diffèrent énormément d'un choix à l'autre. Mais voilà, les règles sont un peu plus complexes, si vous voulez, d'un livre dont vous êtes le héros. Parce que c'est vraiment les règles du jeu, du jeu de rôle. Et je dois dire quand même que mon impression générale, c'est que c'est compréhensible. Donc en fait, ce au quoi tu fais référence, c'est un PDF qui est les règles résumées, quoi, qui est gratuit sur le site Chaosium. Donc qui fait une 15aine de pages, un truc comme ça, on peut lire. Mais je pense que mon impression générale, c'est que tout est décrit dans le moindre détail, sauf pour une chose, les combats. Donc je suis mort plusieurs fois dans l'aventure, donc j'ai dû recommencer. Mais une fois, je me suis retrouvé au combat, et c'est vrai que pour le combat, là, il vaut mieux avoir lu comme les règles de combat, parce qu'il renvoie vraiment. Mais pour tout le reste, mon impression générale, c'est que je sais pas si toi t'as éprouvé des difficultés. Mais... le combat de même, parce que souvent ça se fait contre un autre lanceur de dés, donc nous on peut le faire nous-mêmes, mais il faut connaître les statistiques du personnage. Et bien sûr, c'est du jeu de rôle, donc il y a tout ce côté, tu vois, un peu de description du combat. Est-ce que tu vas utiliser des objets improvisés, tu vois, une chaise, une table, un verre de thé que tu vas balancer dans la figure du personnage. Donc bien sûr, quand tu adaptes ça en livre-jeu, c'est pas aussi facile, donc c'était comment est-ce que je peux standardiser ces règles de combat pour créer vraiment un équilibre où j'ai pas obligatoirement l'avantage. Parce que pour tout le reste, mis à part les combats, ils disent voilà, faites un jet sous ça, lancez les dés. C'est très jeu de rôle après, très livre-jeu classique. Hein. Ouais, ça me fait penser un peu aux tests qu'on a dans Loup solitaire. Donc on a toujours ces tests de jet de dés. De Joe Dever, qui nous dit voilà, roulez un dé de 10, si vous faites 1 à 3, allez à ce paragraphe, si vous faites de 4 à 5, allez à ce paragraphe. Donc on retrouve un petit peu cela où des fois on nous dit est-ce que vous voulez complètement pas essayer du tout cette épreuve, allez à ce paragraphe là, ou est-ce que vous voulez essayer, voilà, si vous réussissez, allez ici, ou si vous ratez, allez à ce paragraphe là. Donc voilà un peu toutes ces plusieurs façons en fait de faire progresser l'aventure, qui sont toujours des choses vraiment riches et intéressantes à trouver dans un livre-jeu, parce que cela veut dire qu'il y a vraiment une multitude de choix. Et voilà, c'est quelque chose un détail que je trouve assez important. Moi, j'ai vraiment adoré ce processus de création, alors qu'on est déjà en train de vivre l'aventure. Ouais. On est tout de suite mis en situation, allez dans le bus, et puis au fur et à mesure, je trouve qu'on est vraiment, c'est très immersif comme ça. Ouais. Et alors, il crée vraiment super bien l'ambiance, je trouve, dès le départ, une ambiance de malsaine. Voilà, c'est ça. Parlons-en, le début du voyage. Donc, on est à bord de ce bus. Alors, malsaine, ouais, mais en même temps, il y a quand même ce calme avant la tempête, tu trouves pas? Ouais, et puis il y a eu une note d'humour qui m'a fait crouler de rire, c'est que on devait créer les caractéristiques de notre personnage, et dans l'appel de Cthulhu il y a la caractéristique size, taille, hein, et ça donne à quel point tu es grand et large ou petit et frêle, quoi. Et c'est pas une caractéristique super importante, donc moi je vais te dire directement, j'ai choisi de jouer à un universitaire, un prof d'univ, donc je mets des trucs plutôt intellectuels et je mets le minimum en taille, et j'arrivais pas à mettre mes bagages tout seul, quoi. C'était vraiment, donc le conducteur du bus est obligé de venir m'aider en me disant oui, je comprends qu'on est aussi petit que vous. C'est marrant ça. Moi j'avais fait un personnage comme Marcus d'Indiana Jones, justement, comme on en parlait un peu plus tôt, d'Indy. Oui, je crois. Et le jeu, donc le livre donne le choix entre différents métiers. Donc il y avait universitaire, donc celui que j'ai pris, et puis il y avait archéologue, détective privé, et il y en a un qui m'échappe. Mais enfin, c'était le type de... pas physicien? Non, je pense pas. Mais enfin bon, c'était donc ces 4 métiers, et puis ça permettait donc de répartir ses points de compétences. Et donc c'est vrai que dans le walkthrough que je vais vous raconter, j'étais un prof d'UNIF, mais c'est assez marrant parce que j'ai aussi essayé de jouer en interprétant un détective privé. Chaque fois, quand j'ai fait le prof d'UNIF, je me suis retrouvé dans les parties de l'aventure qui étaient extrêmement physiques sans le vouloir, et donc je ratais tous mes jets. Et puis quand j'ai joué le détective privé, je me suis retrouvé dans toutes les parties intellectuelles du scénario, et je ratais tous mes jets. C'était la faute à pas de bol. Oh mais... merde. Et donc, je vais vous raconter mes aventures en tant qu'universitaire. J'ai gardé le même personnage, moi, à travers toute l'aventure. Donc j'ai recommencé l'aventure 2 fois de suite, quoi, avec des fins assez alternatives, assez intéressantes. Moi, il précisait en tout cas que pour mon job, j'allais à l'université Miskatonic. J'avais chopé une place de prof à l'université Miskatonic. Et donc, c'est assez marrant quand on lit ça. On se dit, peut-être que le scénario va se passer à l'université Miskatonic. Peut-être que ça va, ça va, tu vas reprendre le bus dans l'autre sens. Donc, comme on expliquait, Jean-Michel, on est en train de créer donc la feuille de personnage qui est interactive avec la narration. Donc voilà, moi, c'était l'antiquitaire, c'est ça, je me souviens, l'antiquitaire que j'avais choisi. Donc, on arrive en ville.
car il y a une panne. Alors le chauffeur, c'est un petit con quoi, hein, on va dire ce que je En fait, son nom c'est Silas. Silas, c'est ça. Et ouais, en fait, dès le départ, c'est assez étonnant parce que on évite un accident avec avec un tracteur sur la route. Et puis après, il y a une panne qui semble être connectée. On a eu presque cet accident, donc il y a peut-être eu un problème dans le moteur. Mais tout ça, ces deux événements, là, le tracteur au milieu de la route et la panne après, ça élève déjà. Je sais pas si ça élève chez le personnage des suspicions, mais en tout cas chez le joueur, on sent bien qu'on est dans du Lovecraft. En fait, le livre nous propose justement d'avoir des suspicions là-dessus. Alors moi, j'avais mis pas mal de points en automobile mécanique, donc justement quand il parlait du levier de vitesse qui était un peu coincé, qui déraillait, tu sais, quand on arrive dans cette ville, donc qui est le village de, rafraîchis-moi la mémoire, c'était... Ah oui, ça je ne me souviens plus. Donc la ville où se passe l'aventure, c'est un petit village rural qui se trouve au milieu du New Hampshire, complètement déconnecté du monde. Donc on s'arrête et il nous dit tu vois, je peux rien faire, le moteur est complètement pété, il faut que j'appelle un mécanicien, je te propose de revenir le lendemain, trouve une auberge et puis voilà, on se retrouve. Et mon personnage, j'avais pas mal de points d'automobile, on me propose d'investiguer un petit peu, de voir ce que je peux déterminer. Donc j'ai réussi mon jet et je me suis remarqué qu'en fait le mec il faisait exprès de forcer sur le levier de vitesse pour péter un petit peu la voiture, tu vois, pour la faire fumer. Mais il était tout à fait au courant de ce qu'il était en train de faire. Donc j'ai su tout de suite qu'il était en train de se foutre de notre gueule, quoi. Il se passe quelque chose d'assez peu rassurant. Bon, malgré cela, tu vois, je peux rien faire, c'est le seul conducteur. Donc écoute, bref, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Allez, je vais à l'auberge et puis j'attends qu'il finisse son tralala, là, et puis on repart le lendemain matin. Oui, moi étant un universitaire, j'ai raté tous ces jets, donc mon personnage a été très ignorant qu'il était en danger pendant avant vraiment. Alors quand même, il faut dire un truc au lecteur, c'est que toute cette partie-là, elle évoque très très fort. C'est même plus que de l'évocation. Je veux dire, c'est vraiment de la référence à Shadow over Innsmouth, l'ombre complètement. Qui commence dans un bus où le personnage est dans un bus, arrive dans un village et se retrouve. Et donc quand on lit le livre dont vous êtes le héros, on se dit on va arriver à Innsmouth, est-ce que le village, bon, alors quand on arrive au village et qu'il nous donne le nom du village, on n'est pas à Innsmouth, mais on se doute bien de on est dans un village aussi flippant, quoi. Ça. Ouais. Aussi flippant. Bah écoute, après cela, on se dirige vers une auberge, tu me dis si toi t'as pris une autre direction, mais on va vers l'auberge de la bonne dame May Ledbetter, qui nous accueille à une chambre qui s'en fout un petit peu de notre argent, c'est pas son intérêt. Donc ça, tu vois, ça me met des doutes. Je me dis, bon, peut-être que Silas, en fait, il essaye pas de nous arnaquer, ou peut-être que lui, il a besoin d'une pause, mais c'est pas vraiment pour nous escroquer de tout notre argent. Et c'est là, tu vois, je pense pas du tout que c'est quelque chose de beaucoup plus maléfique que cela. Donc, on se pose la nuit. Je décide de dîner donc avec chère madame, l'aubergiste, et puis je me dis, tiens, je vais... Tu sais, c'est les années 20, mon personnage, allez, si c'est un antiquitaire, je le vois bien en train de fumer sa cigarette à l'extérieur de la ville, donc je vais une petite balade nocturne. Je sais pas pour toi si t'as fait cette balade. Oui, si. Aussi, avant qu'on attaque ça, la petite balade nocturne, May nous mentionne qu'il va avoir un festival dans la ville, quoi. Ah oui, très important comme détail. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai retrouvé le nom de la ville, ça s'appelait Amberhead. Amberhead. Voilà. Amberhead, et qui est au évidemment bord d'une falaise. Ouais, au bord d'une falaise, oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc le festival, c'est aussi le titre d'une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Le Festival d'ailleurs. Mais bon, évidemment, comme on a parlé avant, dans l'univers de Lovecraft, les cultistes, on se dit un festival. Enfin, c'est toujours le décalage qu'on a dans l'appel de Cthulhu entre le personnage qui est complètement ignorant et nous, on sait bien. Bah c'est ça. Si on connaît l'univers de Lovecraft, tout de suite, on a des doutes quand on entend le festival. Mais j'imagine c'est chouette pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Il se fait complètement duper dans cette aventure plusieurs fois de suite. Ouais, c'est clair. Bah écoute, allez, la petite balade nocturne, la pause cigarette. Alors bien sûr, May nous file une lanterne à huile pour se balader dans les rues parce qu'il fait bien sombre. Alors moi je me fais juste, je marche pas très loin, Jean-Michel, alors je me balade un petit peu et là, je m'arrête pour regarder un petit peu l'horizon et je remarque au loin une sorte d'ombre qui est en train de m'épier. Un personnage, c'est un peu dans l'obscurité. Alors là, j'ai eu des frissons partout. Je me suis dit bon. Je sais ce qui se passe. Bon, allez, si j'incarne mon personnage de l'univers Lovecraft, je vois une ombre au loin, alors on nous propose d'aller l'appeler, de porter une enquête. Je me dis non. Fuck tout ça. Je retourne à l'auberge au plus vite possible. Et donc mon personnage marche de plus en plus vite et on nous décrit que l'ombre, on a l'impression qu'elle nous suit.
Donc je rentre dans la maison, je verrouille la porte au plus vite, tu vois, je mets tout en sorte pour fermer. Et je me dis, bon, il est l'heure d'aller me coucher là, c'est bon. Mais c'était l'ambiance assez flippante. Et toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette première nuit ? Oui, j'ai fait la même chose que toi et je trouve que c'est assez flagrant, surtout que moi je joue à un universitaire, un télo, etc. Voilà, on n'est pas dans du défi fantastique. On voit une ombre qui nous qui nous surveille. On se dit, je vais certainement pas aller la déranger. Elle est bien où elle est. Bah, tu vois, les auditeurs, si vous voulez jouer l'investigateur privé, justement le mec qui n'a pas peur du tout, qui voit quelqu'un au loin qui essaie d'intimider, ça serait assez intéressant de savoir ce qui se passe. Si vous allez à sa rencontre, quoi, ce que j'oserais pas du tout faire. Et ce qui est aussi important, un des détails importants, c'est quand on revient, on découvre. Donc après que tu aies fermé la porte, ce que tu as décrit, il y a Ruth qui est une petite fille de 10 ans, qui est la fille de May, qui apparaît. Et la scène est assez bizarre. On a l'impression que la fille est plus ou moins. Enfin, je sais pas, c'est une scène complètement flippante. Mais on se dit que sa mère la séquestre plus ou moins à la maison. Enfin, c'est assez bizarre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Ruth ? À ce moment-là, on découvre juste qu'elle existe et c'est un personnage qui sera important par la suite. Hein, mais à ce moment-là, voilà, May nous dit oui, c'est ma fille. Ruth n'ose pas nous parler, mais on va voir que dans la suite de l'aventure, suspicieux tout ça. Hein. Ruth, en tout cas, essaye de nous avertir qu'on est en danger. À ce moment-ci de l'aventure, elle n'y arrive pas, quoi, parce que sa mère la surveille de près, quoi. C'est ça. Donc on va se coucher pour la première nuit. Ouais, et on a un cauchemar. C'est ça, on a un cauchemar. Alors je crois que c'est les feux de la cheminée qui commencent à se propager partout dans la chambre. Au point où ça brûle nos draps. Et puis voilà, bien sûr, on se réveille en sursaut. Ça, c'est aussi très classique Toulouse. Un petit clin d'œil au contrée des rêves, pour ceux qui connaissent, quoi. Donc, écoute, visite de la ville. On en profite. Ah bah non, bien sûr, on prend nos valises et on va voir. Oui, on essaie de se casser déjà, mais. C'est ça. Alors, bien sûr, ce salopard, Silas, il est pas là. Il nous fait glander pendant un moment. Et on se rend compte finalement qu'il nous a paumés dans la ville parce qu'on va se renseigner à quelques citoyens qui sont dans le coin et qui nous dit en fait qu'on l'a vu partir bien plus tôt que cela une fois qu'il avait réparé la voiture. Ouais, c'est ça. On se dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien sûr, nous, en tant que lecteurs, on s'en doute, mais si on joue notre personnage. On se dit, bon, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, qu'il nous a oubliés, qu'est-ce qui se passe ? Bon bref, on est coincé, donc on retourne voir May. May nous dit, bah écoute, pas de souci, t'as même pas besoin de payer, reste à l'auberge. Y a pas de mal. Y a pas de souci, ça te prendra, je crois que c'est 4-5 jours avant qu'il y ait un prochain bus qui passe en ville. Pour nous, on explique à May, on panique, on se dit, mais non, j'ai un entretien d'embauche, je peux pas être en retard, je vais rater ma nouvelle vie, c'est pas possible. Et May nous dit, bah écoute, je comprends tout à fait. Va en ville et vois si tu peux te renseigner. Tu vois, si tu peux aller donc à le petit commerce du coin ou passe à la mairie, tu vois, un petit peu, si tu peux trouver un moyen alternatif de partir. Oui, donc, alors l'astuce, c'est qu'évidemment, elle nous dit 4-5 jours, mais elle nous a déjà expliqué que le festival aurait lieu dans 3 jours. C'est ça. Ce qui est donc, déjà évidemment bien flippant. Tu peux déjà faire le calcul des choses vont pas là. Le danger immédiat est beaucoup plus proche de la sortie qui permet adéquate. Donc on se balade en ville. On est à la recherche d'une voiture ou quelqu'un qui pourrait nous aider. Faut se tirer, quoi. Il faut s'enfuir. Il y a 5 endroits, mais le livre, dans les règles, nous propose d'en visiter que 3. Oui. Donc c'est à nous, voilà, de faire ces choix-là. Alors, je décide de visiter le commerce du coin, en fait, le seul commerce de la ville, la petite boutique de ressources. Je trouve un marchand à l'intérieur qui il a pas de moyens de locomotion, il a rien du tout, il sait qu'il y a juste comme nous a expliqué May, quoi, pas May, mais le citoyen dans la ville, que voilà, il y a des cars qui passent, mais bien sûr dans trop longtemps. Donc on se retrouve dans cette petite boutique, il n'y a pas grand chose à acheter à part un couteau. Donc moi j'en profite pour acheter un couteau de chasse. On sait jamais, pourquoi pas, ça fera un souvenir de la ville. Oui, ça sera très utile en cas de combat, quoi. C'est clair. C'est ça, quoi. Alors toi, t'as visité quoi comme endroit ? Comme j'étais très intellectuel et qu'elle m'avait parlé du fait que le festival, j'avais un peu approfondi la question avec Ruth dans le dialogue avec elle, et elle m'avait expliqué que le festival consistait à allumer un phare, enfin un brasier, une sorte de brasier au bord de la falaise. Hein. Et donc quand je sors, un des lieux qui nous propose d'aller voir, évidemment, c'est la structure qui va être... une sorte de monolithe, ouais.
Oui, c'est une structure. Oui, c'est ça, un brasier. Enfin, bon, de toute façon, le scénario s'appelle Alone in the Flame, donc je pense que bon. C'est technique de cinéma, ça s'appelle du foreshadowing. Hein. Oui, c'est ça. Il y aura un solide bûcher à un moment donné. Voilà, le foreshadowing, pour ceux qui connaissent pas, c'est on nous annonce déjà le danger quand on ne s'y attend pas du tout. Par exemple, je crois que l'exemple le plus parfait, c'est Cendrillon. Voilà, on utilise Disney, mais c'est Cendrillon qui descend les escaliers en princesse, qui perd bien sûr une de ses chaussures. Et là, on nous annonce tout de suite que ça va être l'objet. Alors, si on retourne un peu plus en arrière, quand Cendrillon est l'esclave de ses sœurs, elle est en train de monter les escaliers, on peut remarquer que Disney, enfin le réalisateur, l'a animé quand elle avait son savon dans les mains, en train de frotter les marches, qu'elle perd déjà son soulier. Donc, on nous annonce déjà que Cendrillon, elle a du mal à garder ses chaussures sur elle. Elle porte une pointure bien plus grande que sa taille de pied. Donc voilà, tu vois le classique du foreshadowing Disney. Mais ce qui est intéressant, c'est un foreshadowing bien écrit, on se rend pas compte du tout. Et j'espérais évidemment acquérir des informations, mais c'est vrai que là, j'ai une description de ce qui sera le bûcher plus tard, mais je n'acquiers pas vraiment. C'est un peu un coup dans l'eau en termes de chercher un moyen de survivre, quoi. Écoute, j'ai fait la même chose que toi quand j'ai visité ce monolithe en bord de falaise. Il y avait... Alors j'ai remarqué une chose assez intéressante. Quand je regardais la construction du monolithe, je voyais en fait que l'architecture de la ville était très spécifique. Voilà, ça me demandait, tu vois, des tests d'archéologie d'antiquitaire. Donc j'ai réussi ce jet et j'ai remarqué que si on regarde les architectures, les maisons qui sont plus proches du monolithe sont faites en vieille pierre. Et le plus on s'écarte du monolithe, le plus les constructions des maisons sont un peu plus modernes, tu vois, en bois avec de la brique. Donc on voit en fait que c'est une ville qui est assez ancienne et qui s'est étalée, agrandie au fur et à mesure du temps, mais vers l'arrière du monolithe si tu veux, et pas vers l'avant. Donc comme quoi il y avait un sens, il y avait une orientation de ce monolithe. Donc rien de fantastique, hein, mais voilà, des choses qui nous met un petit peu dans l'histoire, l'univers de cette ville, de comprendre un peu l'histoire de où on est. Oui, et pour les auditeurs qui connaissent pas le jeu l'Appel de Cthulhu, c'est vrai qu'ici on est dans ce qu'on appelle la phase d'investigation, quoi. C'est vrai que dans un scénario classique de l'Appel de Cthulhu, on investigue, hein, avant d'aller confronter la créature ou la fin. Et en gros, si on investigue bien, si on trouve les bons indices, les bons éléments, ça augmente nos chances de survie, quoi. Tandis que si on investigue mal, et donc ici c'est vraiment intéressant. Ils ont créé une phase d'investigation vraiment intéressante puisqu'on a différents endroits où on peut aller en ville et où on peut justement trouver des renseignements comme toi tu as trouvé cela, mais moi j'avais pas eu cela. Et ça te donne des stratégies pour survivre. Comprendre un petit peu plus l'univers, l'enquête, comme tu dis, l'investigation, l'enquête, hein, juste en train de comprendre un peu plus où on est, ce qui peut facilement nous donner davantage à certains moments de l'histoire. Le troisième lieu, Jean-Michel, qu'est-ce que t'as fait toi ? Alors après, je me suis éloigné, hein, et je suis tombé sur un vieil homme qui sortait d'une grange, si je ne m'abuse, qui a mis une capuche, ce qui était vraiment très louche. Enfin, il avait un air très louche, et donc j'ai essayé de lui parler, il s'est enfoui, et je me suis retrouvé à le courser sur un chemin qui longe la falaise, hein, en fait. Et comme j'étais un bel intello, j'ai raté tous mes jets, et donc il a réussi à s'enfuir. Et je pense que la deuxième fois que j'ai joué, ça s'est reproduit de nouveau. Et pourquoi j'ai réessayé de passer par là ? Parce que je pense qu'en fait, il y a un chemin qui permet de s'échapper de la ville en longeant la falaise. Mais t'as intérêt à bien réussir tes jets pour y arriver. Voilà. Donc, j'y suis jamais arrivé. Voilà. Les jets sont assez durs, hein. Donc, si t'es très chanceux, que t'as un personnage bien compétent, tu peux te rendre compte qu'il y a une façon de s'enfuir de la ville par là, je pense, mais à vérifier. Ouais. Et donc là, ici, je l'ai perdu, et donc j'ai fait marche arrière, quoi. J'ai été obligé de faire marche sur arrière. Les précipices. Ouais, vaut mieux. Écoute, moi, j'ai exploré la mairie. Donc je suis allé à la mairie, ce qui est l'hôtel de ville, hein, décrit dans le livre, il me semble, hein, vu qu'on le livre est qu'en anglais pour l'instant. Je crois pas qu'il y ait une traduction française, non ? Non. En espérant qu'il y en aura une un jour, hein, parce que ça vaut vraiment le coup d'être lu. Donc, on tombe sur l'hôtel de ville, la mairie, et je vois qu'il y a un lieu qui s'appelle privé. Il y a une porte écrite privé dessus. Alors, je vois que c'est l'entrée principale de la mairie. Bon, j'ose pas embêter. Je regarde de l'autre côté, il y a une sorte de cour. Et il y a une porte sur cette cour. Et sur la porte, je remarque en fait qu'il y a un dessin, une illustration très spécifique. J'enquête et en fait, je vois une sorte d'énorme oiseau, une sorte de faucon géant qui plonge vers la ville, vers le monolithe.
Alors mon personnage se dit peut-être que l'illustrateur il a pas sa perspective assez bien calée, peut-être que le faucon il est tout petit, tu vois. Dans ma tête je me dis bon ça c'est pas bon signe, c'est quoi, c'est un dieu qui est en train de plonger vers la ville. Enfin bref, j'essaie pas trop y penser, je tape sur la porte qui écrit privé et là donc il y a le maire hein, qui nous accueille, qui nous propose de prendre le café avec lui. Le livre nous décrit qu'il fait vraiment un café assez délicieux. On discute un petit peu ensemble, alors je veux pas trop qu'il se doute hein, de ce qui se passe, donc je lui pose des questions de base, je discute un peu avec lui, je l'amuse un peu. Et après je lui demande, est-ce que vous aurez une bibliothèque? Parce que dans ma tête je me dis, bon, monolithe, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette ville, est-ce que je suis dans un lieu sûr ou pas? Sachant que je joue un antiquitaire, tu vois, je peux être un petit peu au courant de ces choses-là. Et il me dit, bien sûr, je vous prête la bibliothèque, allez-y, profitez-en. Donc on peut en profiter, on peut regarder quelques livres. Et là, il revient vers nous et il nous dit « Ah, je suis appelé quelque part, je dois fermer la bibliothèque. » Et là, il faut lancer un jet, en fait, de discussion rapide ou psychologie pour le rassurer, tu vois, se dire un petit peu non, mais t'inquiète pas, passe-moi les clés et je m'en occupe, quoi, je fermerai derrière moi. Tu peux me faire confiance, si quelqu'un vient louer un livre, je peux m'en occuper. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Michel? Oui, 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 je voulais dire, je crois qu'il y avait Credit Rating aussi, qui est ton prestige. Credit Rating, c'est ça, ouais. À un certain moment, ça arrive. Mais c'est vrai qu'en fonction des zones dans lesquelles tu vas dans le livre, tu te retrouves à faire les jets pour les différentes compétences. Donc là, on est dans les jets compétences sociales, en fait. Hein. Ils expliquent comment fonctionnent les compétences sociales pour avoir de l'influence sur les autres, quoi. Donc écoute, je regarde la librairie et là je trouve quelque chose d'assez sympa. Je suis en train de tirer des livres et je vois qu'il y a 3 livres qui sont accrochés ensemble dans une bibliothèque. Et apparemment c'est un levier pour actionner un mécanisme. Bon, ok, passage secret, hein, je veux dire, on n'est pas con, on n'est pas né hier. Mais le maire revient, il me dit « Ah écoute, c'est bon, j'ai fini les petites choses que j'avais à faire, voilà, je vais fermer la bibliothèque pour aujourd'hui. » Je dis « Bon bah merde, j'aurais pu explorer un passage secret, mais trop tard. » Je me dis ok, ça sera peut-être pour une autre fois, on verra. Donc voilà, je quitte et puis on repart donc vers notre chambre chez May. Et toi, autre chose avant ce retour ou... Je suis allé à l'église et là il joue un peu sur nos attentes puisqu'évidemment dans le Shadow of Innsmouth, l'église est super importante puisqu'il y a des aimants bizarres qui indiquent le culte. Ici, l'église, elle est juste à l'abandon. En fait, il y a plus de chrétiens en ville, donc c'est une ruine en fait. Ce qui est aussi, ce qui est bien flippant, mais c'est pas un lieu avec des églises importantes. Tu sais, si on est en 1920 dans les États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et il y a une petite ville rurale avec une église qui est complètement délabrée, c'est quelque chose de pas rassurant, je trouve. C'est clair. C'est pas rassurant du tout. Ouais. C'est un endroit où on vénère des choses qu'on... Non, c'est vrai que, parce que là, on décrit les séquences d'action qu'on a réalisées, mais l'ambiance est vraiment établie par tous ces petits détails. Et il y a vraiment une ambiance malsaine, étouffante. Et quand on sait vraiment pas qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à s'échapper, c'est vraiment stressant, quoi. On se dit, je devrais aller là et faire en fait, c'est nous-mêmes qui se créons tout cela. Hein. Le livre nous le dit pas. Donc, ce qui est assez bien fait, c'est le livre nous subjugue de penser tout cela. Et c'est ce qu'on fait, Jean-Michel. Hein. On se met vraiment dans cette ambiance et on s'approprie vraiment l'univers de notre personnage, quoi. On se sent vraiment plongé dedans. Et je trouve que là, l'écriture du livre-jeu est assez bien faite, assez bien construite. Voilà. Et quand on revient, en fait, après ça, je suis rentré à l'hôtel et là, j'ai croisé May et sa fille Ruth, hein, dont on a parlé précédemment, là, la fillette de 10 ans. Et là, elle me murmure de m'enfuir avant le festival. C'est ça, pendant que sa mère est en train de cuisiner, nous préparer le dîner. Donc, le moment de panique, je pense. Hein. Ah ouais, là, mon personnage d'universitaire était vraiment pas du tout au courant qu'il y avait quelque chose de pas bien qui se passait, mais là, quand même, on commence à se dire oh. Enfin, mon personnage commence à se dire il y a quelque chose de louche. On peut la questionner, on peut lui parler si on veut, mais moi, je me dis bon. Si elle me dit quelque chose d'important, j'ai bien entendu, j'imagine que sa mère doit pas du tout savoir, donc je joue le jeu. Ouais, surtout qu'elle fait signe de rien dire. C'est ça, donc je joue le jeu, la mère revient et fait comme si rien n'était, tout va bien. Toi aussi ? Exactement, ouais. Donc voilà, on passe le dîner, et puis tout de suite je pars me coucher, moi. Oui, moi c'est à quel moment? Oui, si je décide de me tirer à ce moment-là, moi. Tu décides de tirer, toi? C'est la première fois que je décide de partir, en fait, je crois. Alors vas-y, raconte, parce que moi je suis resté justement pour la nuit et c'est passé quelque chose d'assez intéressant. Donc vas-y, je te propose de commencer sur ce que tu as fait. Et t'as jamais essayé de partir de la ville? Si, mais quand c'était un peu trop tard. En fait, j'ai gardé mon personnage, j'ai utilisé qu'un seul marque-page que j'avais sauvegardé.
Et là, j'ai vraiment eu 2 fins alternatives. J'irai dessus un peu plus tard, quand ça s'approchera, mais ouais. Mais j'ai pas relu depuis le début. J'ai un peu gardé cette ambiance, et c'est à ces moments clés, en fait, que j'ai commencé à diviser mon aventure, quoi. Donc moi, avec mon universitaire, pas du tout physique, je décide d'aller faire du trekking, quoi. Allez, on va y aller à pied. Alors, à savoir, le New Hampshire est assez haut en Amérique, donc c'est une zone où il y a, en hiver, en automne, printemps, il caille quand même. Je veux dire, on est un peu dans les 10 degrés, 5 degrés la nuit. Ouais, non, c'est clair, quoi. Là, c'était le début de soirée, donc je pars un peu. Et après 1 heure de marche, je commence à entendre des bruits d'animaux, donc ce que mon personnage interprète comme étant des bruits d'animaux. Alors évidemment, comme je rate tous mes jets, là on me propose un jet de Natural World, donc pour connaître la connaissance de la nature, je le rate évidemment. Donc non, Natural World traduit en français par connaissance du monde, de la nature. Ouais, c'est ça. Ouais. Connaissance de la nature, ouais. Ce qu'aurait un trappeur, mais mon universitaire intello spécialiste du latin. Et donc je me dis bon, je continue malgré tout. Et j'essaie de monter. Là, il y a différents choix qui sont proposés au niveau du trajet, rester sur la route, etc. Et alors j'essaie de monter sur une colline pour voir si j'aperçois un autre village. Je m'éreinte à monter le bazar. Encore une fois, je rate mes jets. Je suis crevé quand j'arrive en haut. Ouais. Et puis une fois que j'arrive en haut, je me rends compte qu'on est complètement isolé. On n'aperçoit rien. Il y a peut-être une autre structure à des heures et des heures de marche. Et c'est même pas un village, quoi. C'est peut-être une structure qu'on arrive un peu... Enfin, de toute façon, je rate mes jets, donc je sais pas trop ce que c'est. Ah, merde. Et donc, je retourne vers la route. Et de nouveau, là, je commence sérieusement à flipper pour mon personnage. Je me dis, je vais mourir dans un avenir très proche. Donc, j'entends encore le bruit de l'animal. Il me propose parfois de me faire demi-tour. Le même animal ? Oui, oh là là. Je ne sais pas trop ce que c'est, quoi. Le truc qui te poursuit depuis que t'es parti de la ville. Je pense qu'en fait, à un moment, ils introduisent, après un certain nombre de paragraphes, ils introduisent que t'entends plusieurs des animaux, quoi. Donc, dans ta tête, moi, je m'imagine une meute de loups. Oh la vache. Mais ça, si t'es dans une interprétation naturaliste, quoi. Et donc, mon personnage se dit, c'est une meute de loups, donc je monte dans un arbre. Et je décide de passer la nuit, parce que la nuit est tombée. Donc, dans l'arbre ? Dans l'arbre, carrément, quoi. Purée. Mais n'empêche, pour montrer au lecteur, toi, t'as rien fait de tout ça, alors, Non, moi, il s'est passé quelque chose de complètement flippant, tu vas voir. C'est vrai que qui est cool dans le jeu, c'est qu'on a vraiment des chemins très différents qu'on peut prendre. Ah ouais, non, mais juste pour établir vite fait, le livre fait 64 pages et un total de 270 paragraphes. Voilà, il y a vraiment une multitude de possibilités assez intéressantes à certains moments clés de l'aventure. Ouais, c'est clair. Et alors là, évidemment, il faut faire des jets d'escalade que je rate encore à l'aigreur. Donc j'arrive en haut de l'arbre, ouais. Et vaille que vaille, je suis pas encore trop blessé à ce stade-ci. Oh et je m'attache avec ma ceinture à l'arbre pour pas tomber pendant la nuit, quoi. Oh là. Et là, on rentre dans une séquence un peu onirique où les choses deviennent très peu claires. En gros, t'as l'impression que tu t'es plus ou moins endormi sur la branche, mais en même temps t'essaies de rester éveillé, et tout d'un coup t'as l'impression que l'arbre est en feu, quoi. Et donc tu sais pas trop si l'arbre est réellement en feu ou si c'est une continuation du rêve que t'as fait la fois précédente. Et alors finalement, évidemment, je tombe et je me réveille dans mon lit à l'hôtel, quoi. Non. Et un fermier, enfin ce que May me raconte, évidemment, sa version des faits, que je ne crois absolument pas, mais ce qu'on raconte, c'est qu'un fermier m'a trouvé et m'a ramené en ville, quoi. Oh, c'est flippant, purée, oh là là, le film d'horreur, quoi. C'est impossible de s'échapper. Moi, j'étais là, je vais m'échapper. Ah, t'as passé une nuit infernale avec des sortes de créatures d'obscurité qui te poursuivent, tu te réveilles juste pour te retrouver dans le cauchemar que t'avais réussi à fuir. Oh mon Dieu. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon. Alors, tous les deux, on a passé des moments horribles, crois-moi. Alors, je me prépare, je vais me coucher, je me piote, et là, à ce moment-là, je commence un petit peu à m'endormir, mais je me sens vraiment pas rassuré de ce que Ruth m'a dit. Donc, je décide de rester éveillé. Je me force à rester éveillé, à réfléchir un petit peu, je me redresse. Et à ce moment-là, j'entends la serrure de ma chambre qui commence à tourner, comme quoi il y a quelqu'un qui essaye d'entrer dans la chambre. Alors, le livre me propose tout de suite de me lever, de bloquer la porte avec une chaise, ou de faire semblant de dormir ou de se rendormir. Bloquer la porte avec une chaise, ça me paraît un peu trop aux alertes, ce qui risque de détruire un petit peu mon investigation, comme quoi je sais qu'il se passe un truc louche, mais j'essaye de pas le faire comprendre aux citoyens. Si je peux juste interjecter, ouais. Là, évidemment, ici, c'est encore une allusion
Shadow over Innsmouth. C'est ça, complètement. Dans Shadow over Innsmouth, on se retrouve dans un hôtel comme ça. Et là, dans Shadow over Innsmouth, les créatures, je ne spoilerai pas la nouvelle, mais en tout cas, viennent à l'hôtel. Et le personnage a le réflexe de bloquer la porte. Et puis, il y a une scène de course-poursuite. Et donc, en gros, on se dit, ils veulent nous proposer comme dans Shadow over Innsmouth. Mais ouais, non, c'est pas un bon plan, à mon avis. Donc, justement, j'évite de me lever pour bloquer la porte. Et je fais semblant de dormir. Et donc j'entends quelqu'un, bien sûr, les yeux fermés, hein, et c'est vraiment très bien écrit, hein, vraiment une fantastique histoire d'horreur. J'entends quelqu'un qui rentre, qui s'accroupit et qui est en train de faire quelque chose. Et là, je prends le risque d'ouvrir les yeux, vite fait. Et je vois en fait dos tourné à nous, mais qui est penché, qui est en train de faire quelque chose à la cheminée, avec le feu qui était en train de brûler, en train de propager une petite chaleur, si tu veux, dans la chambre. Je referme tout de suite les yeux. J'entends May qui se relève et qui ressort de la chambre en fait et qui referme la porte. À ce moment-là, je me lève. Je fais des petits pas vite fait pour voir ce qu'elle a fait à la cheminée là où brûle un petit feu. Et je remarque qu'à l'intérieur de la cheminée, il y a une sorte de poudre noire à l'intérieur. Antiquitaire, j'ai pas vraiment de jet de chimie, hein, mais je tente quand même ma chance. Et c'est un jet, ce qu'ils appellent hard. Difficile, qui est donc non seulement il faut réussir le jet, mais il faut le réussir sous la moitié du score que l'on a. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile. Et là, Jean-Michel, j'ai fait une réussite totale. Waouh. Du bol. Donc mon antiquitaire, il regarde la poudre. Je pense qu'il a dû avoir un pote chimique dans sa vie qui a dû le renseigner un petit peu. Et là, j'ai détecté tout de suite que c'était une sorte de drogue. C'est une sorte de confection, si tu veux, de quelque chose d'assez bizarre qui peut être utilisé comme poudre toxique. Donc je l'éteins vite fait avant que ça brûle. Je l'écrase avec mon pied, cette poudre. Tu sais que c'est des petites boules en fait. Des petites boules noires si je me trompe pas. J'écrase tout, j'essaye de réduire tout en cendres et j'essaye de le balancer. Tu sais, en dessous de la cheminée, il y a une sorte de grillage avec, tu sais, où sortent les cendres. Donc j'essaye de le mettre là-dedans pour pas que justement que ça se propage, ça commence à brûler et créer donc de la fumée dans la chambre. Donc j'arrive à faire cela et je pars tout de suite me recoucher. Et là le livre me propose, voilà, est-ce que je veux rester éveillé? Est-ce que sinon je peux laisser les petites perles là brûler et je peux renifler l'odeur pour voir ce que ça va me faire? Ou est-ce que justement je reste éveillé toute la nuit? Sachant que je suis déjà resté bien éveillé toute la nuit, j'ai quand même éteint le souci, le problème, hein, qui allait se produire. Je décide que là je peux m'endormir sain et sauve. Et c'est à moi de jouer le jeu le lendemain, de ce que May a essayé de me faire. Donc voilà, je me réveille le lendemain, je prends le petit déjeuner et là je remarque qu'il n'y a personne en fait à la table du petit déjeuner. Il n'y a personne, rien. Donc je me dis bon, ok, je me prends le petit déj et je vais voir ce qui se passe ensuite. Je continue mon investigation. Le flip total. C'est là que les joueurs de mon club de mon groupe de jeux de rôle, ils diraient c'est une cultiste. Ouais, tout de suite, là c'est 2D, non? Mais c'est flippant. Ouais, mais là, elle m'a vraiment pas inspiré du tout confiance. Je suis assez content d'avoir réussi à pas me faire repérer aussi, parce que ça c'était un peu le côté flippant, parce que si elle me repère, qu'est-ce qui se passe? Elle va faire quoi? C'est l'alerte générale. Ah, c'est clair. Non, tu t'en es bien sorti, comparé à moi, je crois. J'ai eu une réussite totale, c'était celle-ci, je suis heureux de l'avoir eu, quoi. Mais si je l'aurais pas eu, j'aurais demandé à éteindre les sphères, là, ou la poudre qu'elle a mis, de juste la déplacer pour pas que ça brûle. Mais je pense que le fait que j'avais réussi, ça m'a permis, en fait, de déterminer que c'était un produit chimique, en fait. Le deuxième jour, Jean-Michel, qu'est-ce que tu as visité? Pareil, le livre nous propose de visiter 3 endroits sur 5. Oui, donc le lendemain matin, après le petit déjeuner, je constate que les gens sont en train de commencer à préparer le feu quand même sur le fameux... Ouais, on nous explique que les rues sont assez vides et que tout le monde est au monolithe en train de préparer le festival. Ils sont tous en train de préparer leur célébration, chouette. Ouais. Alors moi, je suis retourné à l'hôtel à investiguer la chambre à coucher de May parce que j'étais aussi persuadé que c'était une cultiste, donc j'avais pas cru à son histoire. Et là encore une fois, je rate royalement tous mes jets. Donc je trouve une photo d'elle et de son mari. Et là, il propose une nouvelle règle. Donc ça, c'est une nouvelle règle de la 7e édition de l'appel de Cthulhu qui s'appelle pousser son jet. Donc ça veut dire que, en fait, j'avais raté mon jet, donc j'avais juste trouvé une photo d'elle et de son mari, ce qui est pas un indice, on s'en fout qu'elles soient mariées, quoi. C'était un échec. Et alors, on vous propose de pousser le jet, c'est-à-dire de chercher encore plus. Mais en termes de jeu, ça veut dire, ça c'est vraiment une nouvelle règle. Ça veut dire qu'on insiste dans l'action. Par exemple, j'ai passé 5 minutes à fouiller, j'ai rien trouvé parce que j'ai fait un échec. Je dis bon, je vais encore consacrer au moins 5 minutes à chercher. Mais quand on fait ça,
Si on rate le jet, si on réussit, bon, on réussit, on a une deuxième chance, mais si on rate le jet, le meneur de jeu, il obtient ce que dans un autre système de jeu, moi j'aime bien l'appeler comme ça, c'est un hard move. Donc il peut faire une action dangereuse contre toi, quoi. Il peut te faire une crasse à ce moment-là. Donc ça, c'est la règle du pousser. Et donc je décide de pousser. Je décide donc de relancer mon jet. Ils me disent, est-ce que vous prenez le risque de pousser, quoi. Donc si je rate, je sais que quelque chose d'horrible va m'arriver, puisque c'est la règle. Bien sûr. Et évidemment, c'est la nouvelle règle, une des grandes nouvelles règles de l'appel. Donc je me dis, je vais tenter le coup. Allez. Et puis j'avais un bon score. Bien sûr, J'étais un universitaire, j'avais un bon score en trouve objet caché. Et Spot Hidden trouve objet caché. Mais évidemment, je rate. Je crois que je fais merde, sérieux. dans ce style-là. Et donc, à ce moment-là, on m'assomme. C'est pas... Oh merde. Et je me retrouve donc dans la séquence suivante, c'est-à-dire que je me réveille entouré par un groupe de villageois. Mais on va voir ce que toi t'as fait pendant ce temps-là. Oh la vache, donc tu te réveilles, en fait, t'es déjà au monolithe. Ouais. Oh purée. Ah ouais, ça avance vite, c'est marrant ça. Bah oui, si tu rates un jet de pouce, aïe. Ok. Bah écoute, moi j'ai pu visiter 3 endroits. Donc je suis allé au monolithe. Et en fait, le jeu me propose donc de monter sur le bord d'un immeuble pour explorer et avoir un bon point de vue. C'est ce que je fais. Je réussis mon jet, je crois que c'est d'escalade, pas trop difficile, donc j'arrive à épier un petit peu ce qui se passe pour pas qu'on me repère. J'ai un bon point de vue et je vois en fait qu'ils sont en train de préparer donc ce feu de camp avec à côté du monolithe. Voilà, apparemment, je me rends compte que bon, c'est un sacrifice, il se passe quelque chose de flippant. Rien de plus, mais ça commence vraiment à me rendre paranoïaque. Donc je m'enfuis, je décide d'explorer quoi d'autre. Donc le livre propose de m'enfuir aussi. Et je me dis, bon, c'est peut-être pas le moment de faire ça tout de suite. Donc qu'est-ce que je fais ? Je décide d'aller tout de suite explorer la mairie, parce que je me souviens de ce passage secret. Tu sais, j'avais découvert le levier des 3 bouquins qui étaient accrochés ensemble. Je retourne à la mairie. Je vois que la mairie est fermée, comme tous les villageois sont au monolithe, et je vois qu'il y a un cadenas sur la serrure de l'entrée de la mairie où il y avait écrit privé. Je vois que la serrure s'est rouillée, donc je dis nickel, j'avais mis des points en crochetage, des points des points que tu mets dans les passions secondaires. Donc quand tu crées le personnage, tu as tous ces skills, tous ces attributs qui sont ceux de ta classe, donc en tant qu'antiquitaire. Et je me dis, qu'est-ce qu'il est un antiquitaire ? Des fois il y a des vieux cadenas, des vieilles serrures, tu vois, qui ouvrent des coffres, des endroits. Donc je me dis, bon, je vais mettre le plus de points là-dedans. Je réussis mon jet. Je vais trouver une petite épingle au sol, par terre, que j'avais réussi à crocheter. En plus, le cadenas était tout rouillé, facile à ouvrir. Je rentre à l'intérieur, je retrouve la bibliothèque avec le levier. Je tire le levier. Et là, bien sûr, fantastique, une porte secrète s'ouvre, la bibliothèque tourne sur elle-même, et il y a les petits escaliers qui descendent et qui amènent vers une sorte de bureau, une autre bibliothèque, si tu veux, un autre lieu de recherche. Et là, il y a un livre qui sort un peu plus de tous les autres. C'est un sorte de livre avec une constellation qui est dessinée sur la couverture en cuir. J'explore le livre et je me rends compte que c'est un livre rempli de sorts magiques. Alors je perds, je crois que j'ai perdu une santé mentale, voilà, je perds 2 points de santé mentale, mais par contre je découvre dans le livre 2 sorts intéressants. Je découvre un sort qui s'appelle contrôler les flammes et un autre sort qui s'appelle, je crois que c'est atténuer les flammes ou dissiper les flammes, c'était quelque chose comme ça. Et le livre me propose, enfin l'aventure me propose que j'ai seulement le temps, parce que là ça commence à faire un bout de temps que je suis dans la mairie, d'apprendre qu'un seul sort, parce qu'il y a pas mal de pages à lire. Donc je me dis, contrôler les flammes, ça a l'air assez intéressant. Donc ok, je vais apprendre ce sort-là. Alors le livre commence à... Le paragraphe c'est écrit un petit peu en anglais, comme si c'était une ancienne langue que tu étais en train de lire en anglais. Même pas du shakespearien, mais quelque chose de plus lugubre, tu sais, comment dire, antique. J'apprends le sort qui, justement, avec un blabla pas possible, qui dit comme quoi tu contrôles les étoiles, c'est enfin un truc incompréhensible, mais voilà, j'apprends un sort. Et le livre assez intéressant me dit, si jamais le paragraphe vous propose d'utiliser ce sort, ajoutez 50 au paragraphe où vous êtes, et cela vous donnera le nouveau paragraphe où il faudra vous rendre. Alors j'aime beaucoup ces trucs-là, Jean-Michel, dans les livres dont vous êtes le héros. Dès qu'on nous donne des calculs à faire, parce que ça évite de tricher, en fait. Donc si on n'a pas les règles, on n'a pas la page indiquée, voilà, c'est ce petit calcul qu'il faut faire. Donc, une chose assez connue, cool, j'apprends ce sort, et là j'entends quelqu'un qui est en train d'arriver dans la bibliothèque. J'ai à peine le temps de fermer le passage secret que je dois m'enfuir par la fenêtre. Ouais, ben donc, t'as vraiment eu un parcours... Enfin là, t'étais bien équipé, là, je veux dire, t'as des indices. J'ai eu beaucoup de jets de dextérité à faire, en fait. Et c'est là où j'avais mis le plus de points possible. Donc là, pour m'enfuir et sauter par la fenêtre, c'était un jet de dex et j'ai réussi.
Donc voilà, j'ai réussi à m'enfuir. Il y a plusieurs moyens de réussir le scénario, je pense, mais entre autres, il y a peut-être moyen de s'enfuir par la corniche dont je parlais précédemment, mais évidemment, à connaître ces sorts-là. Je pense, à vue de nez, hein, moi je suis jamais tombé sur ces sorts, même quand j'ai rejoué le scénario. Mais je pense à vue de nez, il y en a un qui est une bonne idée et un autre qui est une très mauvaise idée. Ouais. Il y en a un qui t'amène à en fait, il donne un choix. Au moment où tu dois choisir là, tu sais pas, mais une fois qu'on a lu la fin, on se rend compte que c'est ça. Un des deux qui aurait été une très mauvaise idée. Apparemment, t'as fait... Alors, à ce moment-là, c'est là où j'ai marqué Enfin, j'ai visité un 3e lieu avant de faire le dernier. Alors, je crois que ça va te plaire, ça aussi. Donc, le dernier lieu que je visite, je crois que c'est la grange où t'as essayé de suivre quelqu'un. Donc, c'était un peu cet endroit-là. Donc, j'y vais. Et en fait, je rentre à l'intérieur, il y a personne. Donc, j'arrive à faire mon enquête. Et là, je tombe sur une salle où il y a 3 cadavres complètement écorchés. Donc, le muscle qui est relevé. Alors, voilà, bien sûr, ça aussi, c'est un hommage à Innsmouth, avec un fameux sans-abri qui est écorché vif par les cultistes de la ville. Donc, ouais, c'est un grand classique dans l'appel des Cthulhu, être écorché. Donc 3 cadavres écorchés complètement rouges, et je crois qu'ils sont peints de rouge, donc par-dessus les muscles, tu vois, juste pour être encore plus sanglant. Il y a une substance sur eux. Et là je flippe, bien sûr je perds des points de santé mentale, je crois que j'en perds 1 cette fois, j'ai eu du bol sur un dé de 6. Et là j'entends derrière moi un mec qui est en train d'arriver, et donc c'est un mec assez balèze qui se prépare au combat pour nous assommer. J'ai un couteau sur moi, et les règles du jeu sont, si vous avez une arme tranchante, vous pouvez faire un D4 de dégâts au lieu d'un D3 avec vos coups de poing. Donc j'ai réussi le combat, comme j'ai une grande dextérité, j'avais l'initiative. Voilà, j'ai toujours pu porter mon premier coup. J'ai plutôt fait des 2 et des 3 sur le dé de 4, donc c'était assez cool. J'ai pu l'assommer, le réduire jusqu'à 6 points de santé. Et à ce point-là, il fallait aller à un paragraphe spécifique. Donc en gros, on le laisse au sol et on décide de s'enfuir. Donc là, c'est bon, je crois que j'ai assez de preuves qu'il se passe quelque chose de complètement louche. Et là, le livre, justement, me dit, vous pouvez retourner chez May ou vous enfuir, qu'est-ce que vous faites ? Et je me dis, Jean-Michel, là, il est grand temps que je m'enfuis, non ? Ouais, c'est clair. Juste pour la petite anecdote, ouais. J'ai joué ce passage-là avec mon autre personnage, là, le détective privé. Je me suis retrouvé dans ce combat, mais à la description que tu fais, toi, t'as appliqué les règles de l'ancienne édition. Mais ouais, moi, oui, non, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, moi, j'ai appliqué les règles de la nouvelle et putain, pardon, je sais pas si on est en R rating ou pas, mais. Non, ici, tu peux jurer tout ce que tu veux, y a pas de souci. Mais la nouvelle version des règles, elles sont brutales, quoi. Je m'en suis pris plein la gueule. Je crois que mon personnage a perdu 10 points de vie dans le corps. C'est moi que j'avais fait les anciennes. J'ai un peu triché involontairement, quoi. Je me suis dit, allez, je vais faire comme je les connais, quoi. Je me suis dit, bon. C'est de bonne guerre. Enfin, il m'en a quand même mis quelques coups, hein. Écoute, Jean-Michel, j'arrive à faire cela, donc je me dis, si bon, je retourne pas chez May, j'ai fait mes 3 endroits, et le livre me propose justement, je peux m'enfuir si je veux. Donc je peux choisir de m'enfuir vers le sud ou le nord. Donc ce que je vais faire là, comme je t'ai dit, j'ai eu 2 types d'aventures, je vais te compléter ma première, et puis après la deuxième, je crois que ça sera au même moment que toi, c'est quand j'étais accroché au bûcher. Allez, je décide de m'enfuir vers l'entrée du sud, je crois que c'est ça, pour repartir dans les montagnes. C'est juste, ouais. Donc je me remarque, en fait, je vois 3 mecs qui sont en train qui sont postés au milieu de la rue, tu vois, qui gardent pour éviter que n'importe qui entre ou sorte. Les mecs, ils ont l'air un petit peu stupides, pas intelligents, et je me dis, merde, qu'est-ce que je fais ? Et là, à ce moment-là, il y en a un qui commence à me poursuivre. Il y en a un, en fait, qui était pas des 3 mecs qui gardent la porte, mais il y a quelqu'un d'autre dans les rues. Et je me dis, bon, j'ai déjà exploré la ville une fois, je vais essayer de le perdre en courant à travers les rues. Je cours à travers les rues, et j'arrive justement à le perdre. Et là, je vois une corde qui est en train de sécher du linge, et je décide de me déguiser, tu vois, plus de moyens possibles, de me déguiser en citoyen, quelqu'un d'autre, pour essayer de m'enfuir vers cette entrée qui était gardée au sud. J'arrive devant les 3 loupards, je joue le jeu comme quoi, on a besoin de moi pour aller chercher des ressources, il faut que je me tire quelconque, mensonge bidon, quoi, pour m'enfuir de la ville. Et j'arrive à les duper, et j'arrive à m'enfuir. Juste pour les auditeurs, si vous en rendez pas compte, c'est parce qu'il réussit tous ses jets là. Il a réussi son jet de déguisement, il a réussi son jet de face. C'est ça. C'est tout ce que moi j'ai échoué parce que je ratais tous mes foutus jets. C'est ça. Donc là, j'ai vraiment réussi tout ça. Je me sentais vraiment heureux, chanceux, hein. Et je commence à aller dans la forêt. Par contre, je continue à marcher pendant quelques kilomètres, histoire d'avoir de la distance. Si jamais ils regardent derrière eux, ils voient pas un mec en train de s'enfuir. Donc j'arrive assez loin. Et là, justement, je balance tous les vêtements, je commence à courir dans les bois, je commence à m'enfuir. J'arrive au-dessus d'une petite colline, je suis assez crevé, je m'arrête 3 secondes pour prendre ma respiration, et là, j'entends des chevaux
j'entends 2-3 cavaliers qui sont en train d'arriver d'où je suis. Et là, on me demande de me faire un jeu de me cacher. Et c'est là où je réussis mon jet. Je réussis, c'est là où j'ai utilisé un marque-page, là, ici, à ce moment-là. Donc, bien sûr, sur mon deuxième essai, j'ai raté ce jet, mais là, je l'ai réussi. Donc, c'était un jet pour se cacher. Les cavaliers cherchent toujours, je les entends marmonner entre eux, et puis repartir. Et je lui dis, ok, continue à courir. Et là, le livre me dit, justement, bravo, félicitations, vous avez réussi à vous enfuir de cette ville. Voilà, bonne continuation dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Je dis, ok, bon, c'est vrai qu'il manque ce climax de fin, tu vois, il manque un petit peu cette révélation, il y a eu cette petite course dans les bois, mais rien de fou, rien de complètement dingue comme toi t'as eu avec les loups là qui te poursuivent, les créatures. Ouais, mais quand tu réussis tes jets. Et d'ailleurs, je pense que quand tu allais voir les gars qui gardent les sorties pour t'empêcher de t'enfuir, c'est là qu'ils te proposent, il y a une proposition du genre, si vous connaissez une autre manière de sortir de la ville, c'est le moment. Et là, je pense que si on avait trouvé le chemin sur la falaise, c'est un système ajouter 50, etc. Ouais, ça c'est sympa. Ni toi ni moi n'avons réussi. Non, du tout. à trouver ce chemin alternatif pour se tirer, quoi. Écoute, si je reprends mon marque-page où j'étais avec mon personnage, là j'arrive pas du tout à me cacher. Les cavaliers voient qui je suis, ils me descendent de leur cheval, m'assomment, ils me ramènent en ville et je me réveille accroché au bûcher. Donc voilà, tous les deux où on est. Alors vas-y, je t'en prie. Ouais, moi je suis... Attends que je me retrouve, je suis dans mes notes. Oui, en fait, moi, quand je me réveille, je suis toujours à l'hôtel et il y a une vieille qui vient me proposer à boire un liquide. Ah, je l'ai eu ça aussi, excuse-moi. Ouais, c'est là où je me réveille à l'hôtel, pas. Je pense que c'est. Ouais. Et là, elle me propose, mais je me dis que c'est une drogue ou quelque chose en style-là pour m'empêcher de me défendre pendant la cérémonie. Et donc, je refuse. Enfin, je fais un mouvement de tête pour refuser le liquide qu'elle me donne, quoi. J'ai accepté le liquide. Moi, je me dis tout espoir est perdu. C'est bon. Ok, vas-y, je vais le boire. Et en fait, on se rend compte que c'est juste de l'eau. Ça nous rafraîchit. Donc elle est juste venue nous rafraîchir. Ils sont super gentils dans ce village, en fait. Bah oui, tout à fait. Ouais. Je veux dire, ils sont en train d'organiser une fête juste pour nous. Alors les villageois viennent me chercher et puis ils ont porté une sorte de déguisement. Ils ont le visage peint complètement en noir et ils ont juste un triangle rouge qui entoure l'œil gauche. Donc ça, c'est la description des 10 cultistes. Et alors on m'emmène de force à la cérémonie où évidemment on va essayer de me faire brûler sur le bûcher. Je me rends compte qu'il y a May et Silas dans la foule, y compris Silas. Donc le camionneur, quoi, le conducteur qui est bien là, bien sûr, qui nous a bien dupés. Comme quoi on était vraiment une proie pour eux, pour ce village, depuis le début. Et alors là, il y a un moment donné dans cette scène-là, il y a un speech très intéressant du leader de la cérémonie qui explique qu'en fait, le village doit réaliser cette cérémonie. Donc là, ça m'a étonné un peu, parce qu'en fait, ils doivent réaliser cette cérémonie pour empêcher quelque chose d'horrible de se produire. Et donc, c'était pas un coup des cultistes qui essayent d'invoquer un des grands anciens, comme c'est classique dans l'appel de Cthulhu, évidemment. Ici, en fait, finalement, la façon dont c'est présenté, c'est qu'ils sont bons, ces villageois, dans le sens qu'ils essayent d'empêcher le mal, le mal. mais ça implique de faire des sacrifices humains. Donc, c'était vraiment intéressant. Non, c'est ça, quoi. C'est vraiment le classique de l'anti-héros, quoi. On n'est pas en train de se battre contre des entités du mal. Ce sont des gens, hélas, qui doivent sacrifier quelqu'un pour protéger leur nombre. Évidemment, ils font ça depuis des générations. Ils sont de mariage consanguin, ils sont tous au courant dans le village et ils doivent chaque été, chaque année réaliser le même rituel. Voilà. Et toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Écoute, pareil que toi, là, pour l'instant, je crois qu'on a dû lire les mêmes paragraphes. Après, on voit Ruth, donc la petite Ruth qui est en train de faire une danse autour du feu, tu sais, c'est toute leur cérémonie pour le sacrifice. Et chaque fille vient vers nous, nous embrasse sur les joues. Je crois qu'elle nous fait le signe de la croix sur le visage en nous embrassant. Et on voit Ruth, la dernière. Alors toutes les deux autres nous disent des choses après à l'oreille. Bref, c'est du blabla de religieux, quoi, de ces gens-là. Et la dernière, Ruth, nous dit les cordes sont pas très bien attachées à tes poignets, donc tu pourras te libérer. Attends le moment.
Oui, ça c'était le truc le plus marrant parce qu'en tant que meneur de jeu de l'appel de Cthulhu, parce qu'évidemment ce qu'il te demandait pour avoir cette information, c'est un jet de charme, caractéristique charme, et ça veut dire à quel point t'es beau, quoi. Et évidemment dans l'appel de Cthulhu, c'est toujours la caractéristique où tu mets le moins de points possible. Bah, bien sûr, c'est complètement inutile d'être beau. Et qu'est-ce que c'est un avantage pourtant, hein. Et alors, évidemment, ici, elle te dit ça parce que t'as réussi un jet de charme. Évidemment, moi, j'avais mis 40%, j'avais mis le moins possible dans cette carac. Je rate misérablement ce jet-là encore. Merde. Écoute, j'ai réussi et donc j'ai par la suite, donc il commence à allumer le feu et je sens que c'est en train de me faire du mal, mais j'essaie de libérer les poignets, mais je me rends compte en fait que j'ai pas du tout de force. Donc là, c'était un jet de consistance, de force, pour voir si, malgré toute l'aventure qui m'est arrivée, j'avais quand même un petit peu ce potentiel qui restait en moi, mais j'avais rien du tout, donc je commence à sentir mon corps brûler. Et là, le livre me propose, si je connais un sort, de l'exécuter. Donc bien sûr, le sort que j'ai appris, contrôler les flammes. Donc, et toi, Jean-Michel, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, moi je connaissais pas ce sort. Bon, en fait, c'est vrai que il y a au moins une fois où je suis mort là, hein. Mais l'autre fois où je jouais le scénario, j'avais réussi en fait avec ce personnage, le détective privé, avec la petite russe là. Et alors elle m'avait dit, non seulement dans les informations que tu as dit, ouais, c'est vrai qu'il y a une chaîne, j'ai abîmé une des chaînes. Et elle te donne une autre. En fait, c'est pas qu'elle a abîmé la chaîne, l'important, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait suffisamment de feu pour qu'il ne te voit pas t'enfuir. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, c'est pas une corde, c'est une chaîne, ouais. Et le fait que ce soit une chaîne, ça tu peux le découvrir, mais en fait le scénario te propose d'essayer de briser la chaîne avant qu'il y ait suffisamment de flammes. Ben, à mon avis, si tu fais ça, les cultistes voient que tu arrives à te tirer, même si tu arrives à briser la chaîne, et après, ça se finit mal pour toi quand même, quoi. Et donc en fait tu dois attendre que les flammes montent sur ton corps, que tu sois en train de brûler. Ça y est, c'est charmant, quoi. Tu prends un des 6 de dégâts par round, c'est que du bonheur. Et alors quand il y a suffisamment de fumée, ils ne te voient plus, et alors à ce moment-là tu peux briser les chaînes et tu peux j'ai réussi une fois donc avec mon deuxième perso, j'ai brisé les chaînes et à ce moment-là je me suis enfui à la couvert de la fumée. Donc les cultistes n'ont même pas remarqué que j'étais parti et donc j'ai commencé à m'éloigner et puis on arrivera à la conclusion, mais je te laisse décrire parce que moi j'ai pas ce que t'as fait avec ton sort. J'adore quand tu me dis que du bonheur. C'est excellent. Un des 6 de dégâts quand tes personnages ont 12 points de vie. C'est énorme. Écoute, moi j'exécute le sort. Donc je crois que c'était... Je m'en rends au paragraphe et en fait mon personnage est en train de chanter le sort et en fait ce qui se passe c'est que les villageois commencent à m'entendre. En fait ma voix a de l'écho. Commence à porter de l'écho et les villageois commencent à chanter le même sort que je suis en train d'invoquer. Et là à ce moment-là on voit les étoiles dans le ciel qui commencent à bouger. Et en fait on se rend compte que les étoiles descendent du ciel et commence à se propager tout autour de nous. Alors là, c'est vraiment Indiana Jones et hélas, encore l'exemple d'Indiana Jones dans ce podcast, mais c'est un peu le tout premier, l'arche perdue, l'arche qui s'ouvre et donc il y a ces auras fantastiques, c'est qui entourent les nazis avant de les fondre ou de les brûler et les désintégrer. Donc voilà, les étoiles descendent du ciel, je te laisse deviner ce qui se passe par la suite. Elles commencent à entourer tout le monde, et là les villageois ils arrêtent de chanter car les étoiles commencent à les incendier, à les brûler. Nous, on est en train de brûler dans le feu de sacrifice et tous les villageois sont en train de brûler à cause de notre sortilège. Donc le livre nous décrit en fait que on est en train de perdre connaissance, on est en train de brûler de souffrance, mais en même temps on peut voir que on a réussi à brûler tous ces villageois. D'accord. Voilà, donc la fin du livre. Ça c'est une fin digne de l'appel de Cthulhu. Complètement, mais c'est une nouvelle qu'on pourrait lire en fiction, hein, c'est excellent. Moi ça m'a vraiment fait rire à la fin de voir toutes ces étoiles qui descendent, qui brûlent tout le monde. Avec ton sort, je pensais vraiment que t'allais t'en tirer, que c'était le... ça nous explique qu'il fait trop chaud, quoi. Et le feu, à cause du sort, à cause de l'enchantement qu'on a produit, il fait trop chaud, c'est juste, on a pris trop de temps, donc on finit par brûler. Excellent. Alors tiens, raconte-moi, Jean-Michel, Ouais. Donc, pour être parfaitement honnête pour les auditeurs, même mon deuxième personnage, en fait, j'ai réussi à m'échapper des chaînes et j'étais en train de m'enfuir sous le couvert des fumées, mais évidemment, comme j'étais encore en train de brûler, je me suis pris un deuxième D6 de dégâts et en réalité, je suis encore mort à ce moment-là. Mais ça veut dire tu dois encaisser 2 D6 de dégâts quand ton personnage avait 12 points de vie de départ.
et que j'avais déjà perdu des points de vie en cours de route. Donc t'es mort en train de brûler dans les rues. Exactement. Oh là Mais là là là. par curiosité, j'ai quand même continué. Ouais. Là, j'ai triché, évidemment. J'ai vilement triché, comme j'étais vraiment à la fin. Mhm. Effectivement, si j'avais supporté les dégâts, là, si j'avais pu encaisser ces dégâts, tu peux t'enfuir. Et alors, là, il te propose, une fois que tu es en ville, il n'y a plus personne en ville, donc tu arrives à t'enfuir, mais il te propose de regarder en arrière ce qui se passe. Et là, évidemment, tu vois, si tu regardes en arrière, tu vois évidemment la destruction. Comme ils n'ont pas réussi à accomplir leur rituel, ben, les villageois sont détruits dans une gerbe de feu. Enfin, c'est le fameux truc de l'oiseau qui descend du ciel, mais... Ah, donc c'est ce qu'on avait vu à la mairie, là. Ouais. Je pense pas que c'est vraiment un oiseau physique comme ça. Enfin, les descriptions sont évidemment Bien sûr. vagues, mais C'est une on voit interprétation, ouais. tout le monde hurle. Enfin, t'as la joie d'avoir tout le monde. Et alors, effectivement, comme ils sont tous morts de toute façon, à ce moment-là, t'arrives à t'enfuir. Oh là là, excellent comme fin. Ah, elles sont bien écrites, ces fins. C'est vraiment chouette. Quoi. Et dans les petits détails que j'avais fait avec mon autre perso, j'étais allé aussi dans la bibliothèque, comme toi, avec mon second perso. J'étais descendu dans les profondeurs, mais j'avais raté mes jets aussi dans les profondeurs, donc j'avais pas pu apprendre les sorts. Ce que j'avais fait, c'est que j'étais dans le noir et j'avais pris juste un volume au hasard, quoi. T'as réussi ton jet, mais moi j'ai pris un volume au hasard. Et en fait, c'est aussi un tome. Et si tu réussis ton scénario, c'est pour ça que j'en parle, il te dit, si vous êtes, bon, c'est un tome qui vous prendra 6 semaines à lire, enfin, c'est les fameux tomes de l'appel de Cthulhu, qu'il faut étudier. Et ils te disent, si jamais vous survivez à cette histoire, quand vous avez terminé la lecture, vous pouvez aller lire le tome. Et alors, évidemment, comme après avoir vécu toutes ces aventures, je suis allé lire le paragraphe qui décrit le contenu du tome. Bon, c'est un volume comme le Necronomicon, évidemment. Oh, chouette. Ah ouais, un objet assez précieux dans l'univers de Cthulhu en tant que joueur. Ça, c'est chouette, ça. Oui, il porte un autre nom, mais c'est genre le truc, et tu te chopes une belle paire de santé mentale. C'est bien, quoi. Voilà. Tu parles d'un avantage. Ah, c'est l'appel de Cthulhu, hein. Plus t'en apprends, plus tu... Donc c'est quand même une aventure assez dure à survivre, hein. Ah, ça... Justement, Jean-Michel, ouais, c'est assez difficile à survivre, en effet. Il y a pas mal de demandes de jets, de tout type de catégories. Donc, si on est en train de se créer un personnage, bien sûr, on peut pas maîtriser le tout. Donc, ouais, c'est assez difficile. Je pense que l'avantage du jeu, c'est un peu de tomber sur ces moments qui sont appropriés à notre perso. Donc, il y a beaucoup de chance pour réussir l'aventure. Oui, ou bien, évidemment, quand tu recommences, tu peux essayer bah voilà, quand tu sais déjà ce qui va se passer, prendre les bonnes compétences. Quoi. À la première route, voilà, tu crées ton perso et... Alors, moi, écoute, ce qui m'a vraiment étonné dans cette aventure, donc c'est une aventure qui est écrite par une communauté, en fait, de l'appel de Cthulhu, du jeu de rôle, qui, donc, Jean-Michel en avait parlé du podcast, donc c'est le Miskatonic University podcast. Voilà. Ouais. Il y a pas mal d'écrivains, donc avant tout ça a été playtesté par voilà, le test de l'aventure, c'est comme un jeu vidéo, on fait des bêta tests, on fait lire à des gens de chez Chaosium pour voir un petit peu si l'aventure marche, si tout se passe bien. Donc il y avait Andrew Carey, Halstead Bernard et Stephen Pearson. Donc il y avait plusieurs personnes qui avaient travaillé sur le livre, mais avant tout voilà, l'écrivain principal c'était donc Gavin Inglis. Qui, si je me trompe pas, peut-être, mais je crois que c'est quelqu'un qui travaille chez Chaosium, donc qui a travaillé sur l'histoire. Jean-Michel, moi j'espère que justement Gavin Inglis nous produit plus de types d'aventures comme celle-ci. Oui. Parce que je pense que c'est très court à lire, c'est quoi, 2-3 heures. Une fois qu'on a une fiche de personnage, c'est parti, c'est assez rapide, 64 pages. Moi je trouverais que ça serait quelque chose de fantastique de voir voilà, des livres dont vous êtes les héros. Ça coûterait trop cher à les publier, mais voilà, des sortes de petits PDF qui sortent tous les 6 mois, quoi, où on peut continuer avec le même aventurier s'il survit. Oui, je pense que en fait c'est surtout lui qui écrit le texte, parce que le style est vraiment chouette à lire, l'ambiance. Les autres, ils étaient là surtout parce que ce scénario, enfin moi qui suis un meneur de jeu de l'appel de Cthulhu, j'étais épaté par la façon dont justement il couvre absolument toutes les règles. Ah ouais. Les recherches en bibliothèque, les combats, en fonction de ce que tu fais, quoi. L'apprentissage des sorts, ça je savais même pas avant de t'écouter. Mais ils couvrent absolument tout, quoi. Et ça, ils ont dû quand même vachement réfléchir pour dire il faut qu'on ait une partie qui couvre ce point de règle, une partie qui couvre du roman, de la nouvelle qui couvre ce point de règle. Tout à fait, ouais. Quoi. Mais le style de l'auteur lui-même était vraiment formidable pour le. Ah super. Je trouve qu'il y avait un boulot fantastique de Gavin Inglis, vraiment une maîtrise.
Alors une maîtrise très intéressante d'installer l'ambiance. Ça c'était parfait. L'atmosphère était complètement bien réalisée, écrite. Elle se ressentait parfaitement à ce qui se passait autour de nous. Et ça nous aidait justement à faire ressentir en nous en fait d'autres émotions, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'aventure, de nous plonger vraiment dans l'univers de Cthulhu. Et c'était assez une réussite. Moi, ça m'a vraiment surpris, quoi. Pour une œuvre assez courte, il y avait quand même un sacré boulot de précision écrite sur l'ambiance, quoi. Oui, et de même pour un meneur de jeu débutant à l'appel de Cthulhu, c'est pas seulement transmettre les règles, mais c'est transmettre ce qui compte dans l'appel de Cthulhu, c'est l'ambiance. Et on vous donne des exemples concrets de comment établir une ambiance. Comment produire l'atmosphère de Cthulhu, ouais. Ça serait une recommandation. Alors pour les bilingues qui nous écoutent sur le podcast, moi je vous conseille vivement l'aventure. Je sais pas pour toi, Jean-Michel ou... Ah oui, certainement, oui. Oui, malheureusement, je pense qu'en français, il y a Sans Détour qui produit pas mal de matériel en français pour l'appel de Cthulhu, mais... en espérant qu'il y aura une traduction, ou une fanbase traduction, quelque chose, ce serait chouette. Je serais fort étonné que Sans Détour fasse ça. Surtout que c'est un PDF gratuit. Voilà, sans détour, je pense, n'est pas trop intéressé là-dedans. Pour l'appel pour l'éditeur de base, Chaosium, évidemment, c'est une façon de faire la promotion, une façon formidable de faire la promotion de son jeu, quoi. Mais c'est un gros coup de pub, quoi. C'est facile de mettre ça en main en disant quelqu'un qui se demande c'est quoi l'appel de Cthulhu. Allez, lis ça maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est une très belle façon de faire de la publicité, je trouve, parce que on sent pas qu'on manque quelque chose parce qu'on n'a pas acheté le produit. C'est vraiment un produit complet en lui-même, quoi, cette aventure gratuite. Donc c'est ça que je trouve chouette. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme si on nous coupait une petite part du gâteau et qu'on nous donne pas le reste. Non. C'est une chose tout entière. Ouais. C'est vrai que s'il y a une fan-based traduction, une traduction en français faite par un fan, à mon avis, vous pouvez l'envoyer à Chaosium et ils en feront un PDF en français. Hein, ça, y a pas de problème. Si vous leur faites la traduction, il y a pas de problème, ils la publient en PDF, quoi. Voilà. Et puis, en tout cas, si ça sera jamais le cas, au moins, aujourd'hui, auditeur, on aurait pu partager avec vous une sorte de traduction française de ce que l'on a vécu dans cette aventure, quoi, parce qu'elle était assez chouette. Et puis peut-être que dans un futur relativement plus ou moins lointain, on pourra peut-être revisiter le genre avec Alone Against the Dark ou Alone Against Wendigo. Wendigo, ouais, je pense que ça sera à l'occasion, Jean-Michel, de reprendre un peu l'univers horreur fantastique de Lovecraft. Certainement. Voilà, donc écoute, moi sur ce livre-là, je lui note 3 faucons plongeants sur la ville sur 5. Voilà, juste pour délirer. Non, bien sûr, l'aventure est fantastique. Vraiment, une recommandation en tout cas. Une très très bonne ambiance. Alors avant de se quitter, Jean-Michel, je pense que tu peux indiquer aussi où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver. Eh bien, j'ai un podcast qui s'appelle Par-delà les montagnes hallucinées, qui est un podcast de live play, de jeux de rôle, principalement, mais pas uniquement, sur l'appel de Cthulhu. Donc voilà, vous googlisez Par-delà les montagnes hallucinées. Bon, évidemment, c'est le nom d'une campagne pour l'appel de Cthulhu, mais vous cherchez le podcast qui s'appelle comme ça sur iTunes par exemple ou sur votre agrégateur de podcasts de choix. Et donc c'est les parties que je joue en physique avec mon groupe de joueurs à la table de jeu chez moi. Une fois par mois on joue et donc vous pourrez nous écouter vivre des aventures trépidantes et pleines de perte de santé mentale. Alors pour ceux qui cherchent le lien aussi, je la mettrai sur la page web de l'épisode du podcast dont vous êtes le héros. Avec Jean-Michel, voilà, on se retrouve aussi sur un autre podcast qui s'appelle Club JDR, qui est tout nouveau, voilà, où justement avec d'autres amis via Skype, voilà, on fait des parties de jeux de rôle en ligne et on fait plutôt des one-shots sur ce podcast-là, où à tour de rôle, voilà, on change de meneur de jeu, ce qui nous permet de diversifier un petit peu, car aussi on joue à différents styles, différentes règles en fait de jeux de rôle. Eh bien Xavier, je pense qu'on va terminer en beauté. Tu nous as préparé encore une de ces chansons dont tu as le secret. Ouais, cette fois on va aller un petit peu plus dans l'électro. Alors j'ai trouvé un petit morceau qui se partage parfaitement à l'ambiance. Je te propose d'écouter Amon Tobin avec un titre phare nommé Forton Mantis. Et sur ce, Jean-Michel, je te dis à très bientôt. Au revoir les aventuriers. Et passez une excellente soirée. Salut. Ciao.